L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse d'ouvrir un peu votre horizon avec des gens d'ici qui vont au bout de leurs rêves et qui vont vous emmener très très loin, de l'autre côté de l'Atlantique par exemple, à 15 000 km, de là où deux hommes, un agriculteur et son gendre, ont atterri après une grande traversée aérienne inédite. La grande traversée de Grenoble en petit bateau, c'est aussi une aventure. Après la Seine, l'Isère s'offre comme l'un des plus beaux terrains de jeu. Le jeu qui vous transporte par-delà votre écran, c'est toujours aussi tendance et c'est parfois fabriqué près de chez vous avec une imagination qui n'a pas de frontières. Et son imagination va titiller la vôtre grâce à votre jeu Frankushimama, c'est ça ? C'est ça. Voilà, Frankushimama, en un mot. Kylian Catrice, bienvenue. Merci de me recevoir sur votre plateau. Avec grand plaisir, vous êtes créateur de jeux vidéo et vous allez nous présenter votre jeu et l'ensemble de votre démarche, d'ailleurs, dans un instant. Enfin, il semble qu'on n'en parle pas que tous les 4 ans. Le canoë ou le kayak, ou les deux, offre aussi aux Grenoblois des moments d'évasion toute l'année. Mathias Gérard, bienvenue. Merci. Président du GAC, le Grenoble Alpes Canoë Kayak. On file sur l'Isère dans un petit moment avec vous. Et Christophe et Lucien pourraient être vous, ou votre père, ou votre frère, un homme et son gendre qui avaient quand même un grand rêve dans la tête. Ils s'en sont donné les moyens et ils l'ont fait. La traversée de l'Atlantique en ULM. Bravo, messieurs, déjà. Bienvenue. 15 000 km de Cessieux à Oshkosh, c'est ça ? Correct. Une petite ville du Wisconsin aux États-Unis, après 140 heures de vol, 45 étapes et 3 mois. Ça peut paraître un peu fou. Vous paraissez normaux, hein, pourtant, Christophe Gonin et Lucien Engrand. Ça, on ne sait pas. C'est ça. Vous ne savez pas si vous êtes un peu normaux. Qu'est-ce que la normalité, finalement ? Exactement. Donc, Christophe, et vous êtes le gendre, c'est ça ? C'est ça. Lucien Engrand, un nom magnifique. Vous voyez les choses toujours en grand, c'est ça. Et en plus, vous êtes balèze quand même. Hein. Vous êtes costaud. Si. Un peu trop. Mais... Un peu trop, exactement. Alors, Christophe, vous êtes originaire du Nord-Isère, vous êtes agriculteur, paysan. Oui. Et vous, Lucien, vous êtes... originaire du Sénégal. Alors, expliquez-nous quand même, on va voir tout de suite, on a tellement de choses à se dire. L'appareil, c'est celui-ci. Alors ça, c'est un 2 places sans toit. En fait, c'est un autogire, comme on dit. Il y en a plusieurs sortes, en fait, d'hélico ULM. Le vôtre, c'est ça, en fait, il ressemble à ça ? Oui, il ressemble à celui-là. Nous, c'était un autogire fermé, parce qu'on avait une contrainte de place et d'emport d'essence. Et moi, j'ai un autogire ouvert, comme sur la photo. Ici, à Cessieux, sauf qu'il était trop petit pour l'utiliser pour la traversée. Et puis, il faisait très froid aussi. C'est pas tellement le froid, c'est vraiment l'aspect technique d'emport, de poids et de place. D'accord, alors vous pilotez ces appareils au club du LM des Deux-Vallées, où vous êtes licencié. C'est un petit poids pour une petite autonomie, en fait, cet autogire ? La norme ULM nous impose un poids à respecter. Et c'est des machines qui sont très petites. Et du coup, c'est compliqué de faire des grandes étapes avec du poids, de l'essence pour être en sécurité, tous les équipements de survie. Et voilà. Donc alors, la contrainte était... Le poids maximum, la réglementation française, c'est 500 kg. 500 kg en tout. Vous faites 100 kg, hein, c'est ça, Lucien ?
Non, si, Tout de suite. attendez, c'est votre beau-père, allez-y, battez-vous, c'est votre beau-père qui me l'a dit. Alors, on va dire 98 parce que c'est... Non. À 98. Ah ben non, mais c'est très bien aussi, attendez, Non, mais mais c'est juste que c'est aussi du poids en plus, parce qu'on peut le dire maintenant qu'on a dit vous pesez combien, Christophe? Moi, 73, 74. Donc un poids peut-être un peu plus adapté à l'ULM, et on peut transporter des bidons, on part sur 400, 500 km d'autonomie, c'est ça? On a été obligé de rajouter des réservoirs auxiliaires, ouais. Mais n'empêche, ça sert d'être costaud, et surtout dans les terres que vous avez traversées. Alors, vous êtes parti du nord des terres froides vers les terres froides. C'est ça, c'est C'était les fait terres exprès froides. Non, mais je suis né là-bas, donc... dans les terres froides. Et les voilà, c'est vrai, terres froides. Alors ça, c'est vraiment les décors fantastiques qui incarnent l'aventure par essence même. C'est ça qui vous avait motivé, Christophe? Oui, c'est vraiment... Moi, c'est un rêve que j'ai depuis tout petit, depuis l'âge de 5 ans, d'aller au Groenland. Et ouais, c'est vraiment ça qui m'a motivé. Oui, puisque vous avez traversé l'Atlantique, vous n'avez pas fait comme Lindbergh. Non. Vous avez traversé par le nord, donc de sorte qu'il y ait le plus de terre possible. Le but, c'était de réduire les étapes, parce qu'on a globalement une autonomie de entre 5 et 600 km, 650 maximum, quand tout se passe bien, que le vent est favorable. Donc on a été obligé de passer vraiment par le nord, les îles Féroé, l'Islande, le Groenland, le nord de la terre de Baffin. On était au niveau du cercle polaire. Pour réduire, avoir des étapes assez petites. Oui, alors quand on regarde, là, il y a une piste. Mais tout autour, il n'y en a pas. En fait, ça veut dire où est-ce que qu'on est là partout, sur ces terres qui semblent très sauvages, il y a de quoi atterrir. Non. Expliquez-moi le sien. Vous avez dû atterrir sur des pistes de fortune. Non. Ça vous fait rigoler. Je sens qu'il y a eu des problèmes. Non, oui, il y en a eu quelques-uns, mais alors il n'y a pas de piste pour atterrir partout. L'idée c'était de faire des petits sauts de puce d'aérodrome en aérodrome ou de piste en piste. Mais c'est aussi des grandes portions entre 400 et 500 km où on sait qu'on n'a pas d'option pour poser. Donc des coups de flip parfois quand même? Ou pas? Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit mais on n'a pas de quoi atterrir, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a eu quelques situations où on s'est effectivement questionné profondément sur la possibilité d'atterrir ou pas. Mais bon, ça demande de l'engagement, mais à chaque fois, on était en pleine conscience. Il n'y a pas eu vraiment de coup de flip. Des grands moments de concentration et de stress. Mais voilà. Pas vraiment de flip, mais il y a des situations, effectivement, qui ne sont pas... Comment dire Pas prévu, tout se passe pas prévu, comme exactement. passé. Le principe même de ce genre d'aventure, c'est qu'il n'y a pas de plan globalement quand même. Alors, il vaut mieux justement parce qu'avant de partir, tout pilote doit savoir précisément ce qu'il va faire. Ça se prépare avec des cartes, ça se mesure avec le poids, l'autonomie, l'aérologie, tout se prépare. Il y a la préparation, puis il y a la réalité, quoi. Et dans le Nord, voilà, ça marche pas très bien, quoi. Ça marche pas très bien. Par rapport aux conditions météo. En gros, est-ce que vous vous êtes vraiment retrouvé dans la mouise à un moment donné? Oui, on a eu quelques situations compliquées à gérer, mais... Il y en a eu. Et finalement, c'est aussi on ressort grandi puisque on doit réagir, on doit réfléchir, on doit s'adapter. Ça fait partie de l'aventure, ça aussi. Je ne sais pas si on a grandi, mais en tout cas, voilà, on était préparé mentalement à les gérer, quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez grandi, en tout cas, vous avez peut-être pris du muscle aussi, puisque ça se prépare, mais ça se mérite aussi, la preuve. Quand vous voyagez, si vous n'avez pas des bidons, la merde, quoi. Parce que là, typiquement, il n'y a rien. Regardez autour de vous. Il y a un petit gyro là, à côté des bâtiments de l'aéroport. Il faut aller chercher un ticket dans la cité, dans la ville, le village, 500 habitants, au milieu des icebergs. Et après, il faut aller À la tank farm, comme ils appellent. Ah, mais c'est tout là-haut? Eh oui, hein. Oh putain, en plus c'est loin, quoi. Donc on a 2 voyages à faire. On a 120 litres à trimballer. Voilà, et pourtant, vous l'avez fait, semble-t-il. Ça vous fait rire. Bah oui, ça me fait rire parce que malgré tout, on rit aussi dans l'épreuve. Ouais, C'est-à-dire, c'est ça aussi qui renforce en fait les souvenirs de galère sont aussi les meilleurs souvenirs. Ouais, c'était des bons trucs. Et surtout, vous Des bons avez eu de l'aide parce qu'après, Oui. on vous voit en voiture, donc c'était pas si dur que ça. La réalité, c'est c'est aussi un des enseignements de ce voyage, c'est que on a reçu effectivement beaucoup d'aide. Et moi, je suis
de nature peut-être un petit peu plus pessimiste sur les comportements de l'être humain de manière générale. Et ça m'a réconcilié un peu avec ce côté entraide, solidarité, qu'on a du mal à retrouver malheureusement dans nos civilisations ici en Occident. Mais, parce que, par exemple, concrètement, comment ça se passait? Une fois que vous partiez ou que vous atterrissiez, vous aviez contacté des personnes auparavant ou c'était spontané? Vous trouviez quelqu'un, vous demandez par rapport à vous loger? Comment ça se passait en fait? Cette solidarité Dans la majorité des cas, on a dormi dans des hôtels ou des gîtes. Effectivement, des fois, on a été accueillis. Mais la plupart du temps, c'était complètement spontané. C'est des gens qu'on n'avait pas prévu de rencontrer. C'était aussi l'idée. Hein. L'idée, c'était de... Il y avait une partie préparation qui était importante. C'est quand même de l'aviation. Mais après, toute la partie relationnelle, rencontre, on a laissé les choses se faire tout à fait naturellement. Et la plupart du temps, c'était complètement spontané. La machine aussi aide à la rencontre. Parce que c'est une machine... qui n'est pas très commune. Il y a plein d'endroits où on a posé où les gens n'avaient jamais vu d'autogire de leur vie. Donc ça crée du questionnement et du contact plutôt facile. Mais oui, à bien des égards, les gens sont venus juste nous aider parce qu'ils se rendaient compte qu'on était dans des situations compliquées. Et c'est venu tout à fait naturellement. Et ça, c'était oui. très En plus, agréable. vous avez vu des ours polaires. Il y a des endroits où il n'y a personne. Donc j'imagine aussi que ce moment... Là, on arrive à Oshkosh. Il me semble que ça, c'est l'arrivée. Hein. On est dans le Michigan, Ouais. je pense. Ah, dans le Michigan. Et ensuite, on va vous voir arriver. Et c'est alors beaucoup d'émotions. C'est la fin d'un rêve aussi, l'arrivée? Ouais, c'est compliqué. Ouais. En fait, moi, j'ai mis presque 1 mois et demi à me remettre de tout ça. Et on a fait une semaine sur Oshkosh, c'est un très très gros salon de l'aéronautique. C'est le plus gros salon au monde où tout pilote rêve d'aller un jour. Et pendant la durée du salon, on est resté une semaine. Et plusieurs fois, on montait dans la machine tous les deux et on se disait qu'est-ce qu'on repartirait bien dans le Nord, quoi. Et le retour est compliqué. Ouais. Alors, on dans avait la un peu machine, tout anticipé, mais pas le retour en fait. ouais, il faut une certaine adaptation parce que vous avez toutes ces images aussi que vous brassez. Vous avez fait de la pêche en bateau. On est où là? On est au Groenland. Au Groenland. Capitale du Groenland, et on est resté bloqué assez longtemps parce qu'on a eu une avarie sur la machine. Et on a rencontré des gens super sympas, et on a fait plein de choses avec eux. Spontanément aussi. Ouais. C'est vraiment aussi une part importante du voyage, c'était la rencontre. Et on a quand même été logés, c'est vrai qu'on a dormi à l'hôtel, mais on a été logés en Islande, en Angleterre, aux US, au Canada. Enfin, la partie nordique, c'était plus compliqué parce qu'on a une culture qui est un peu différente. Mais au Groenland, on a vraiment passé des moments très très sympas, quoi. Ça a l'air pas mal. Les poissons devaient être certainement très bons aussi. C'était délicieux. Et tout ça, en fait, c'est le sens même de votre parcours incarne vraiment l'aventure par essence. Ouais, et puis la découverte et la rencontre, en fait. C'est ça, en fait, c'est ça qui restera, en fait. Ce sont ces paysages. Et si certains se disent, mais c'est irréel, votre message aussi, c'est de dire, si vous avez un rêve, préparez-le, allez-y, faites-le. Ouais. C'est ça aussi le sens de votre aventure, à vous. Ouais, parce que voilà, moi je viens d'un milieu qui vient pas de l'aéronautique, quoi. Je suis paysan, voilà. J'ai toujours aimé voler, j'ai toujours voulu voler et combiner le plaisir du vol et le voyage avec la découverte. Et voilà, ce que je disais, je suis pas pilote de compétition, je suis pas champion du monde. Faut juste croire en ses rêves et puis aller jusqu'au bout. Et je crois que Lucien a un peu c'est pareil. C'est pas un exploit, en fait, vous dites. Non, c'était un voyage, quoi. Voilà, c'est un voyage un peu plus, mais ça reste un voyage, quoi. Il y a des péripéties. Lucien, il vous a pas obligé à monter avec lui, non? C'est plutôt l'inverse. C'est le contraire. Ah, ok. Eu égard au poids évoqué tout à l'heure. Mais parce que c'est risqué aussi de partir avec son gendre. Il peut y avoir des... Je sais pas. Ça c'est ça sûr. vous implique que... quand même aussi. Donc là, c'est bon, vous pouvez rester son gendre, il n'y a pas de souci. Non. A priori, c'est bon. J'ai validé une bonne partie de... Bon, ça va. On fait un clin d'œil à Noémie. Elle a dû être soulagée, elle aussi, j'imagine. Je pense qu'elle était beaucoup plus inquiète que nous, en fait. Vous m'avez dit, Christophe, c'est un bonheur partir avec... C'est un bonheur absolu d'être parti avec Lucien. Vraiment très très chouette. Parce que c'est vraiment bien marré. Oui. Et c'était un très très beau voyage. Oui, et on voit donc tout le sens de cette solidarité, cette aventure humaine. La prochaine, c'est quoi? Dites-nous. C'est une grande question. On a quelques idées
Toujours des idées. Ouais, mais les idées, bon. c'est pas ce qui manque. Non, c'était déjà une belle étape. Moi, j'ai rejoint Christophe dans son aventure, parce qu'au départ, c'est quand même la sienne. Je me suis un peu greffé à l'insu de son plein gré. Mais vous pilotiez déjà. J'avais déjà commencé un petit peu. Donc ça m'a aussi fait évoluer dans ma pratique. C'est pas très commun. Je suis au début, moi, de mon histoire dans le vol. J'ai commencé par quelque chose d'assez extraordinaire qui m'a interrogé aussi. Je me suis demandé si j'allais pas être blasé d'avoir vu ça tout de suite dans mon parcours. Non, pas du tout. Donc ça c'est bien. Ça fait naître d'autres choses. Ouais, ça fait naître d'autres choses. D'autres envies. Et puis, il n'y a pas d'idée, mais une chose est sûre, c'est qu'on repartira. Je pense que ça, c'est à peu près sûr. Eh ben, on l'espère pour vous. Et puis, comme ça, vous pourrez nous rajouter. Ça donne trop envie d'aller avec eux et de partir. Il n'y a pas des 4 places, non? Non. On peut Prendre essayer. chacun une machine et prendre 2 personnes. Ça peut aussi. En tout cas, une première mondiale que vous avez réalisée. On en est très fiers. Vous dites que ce n'est pas un exploit, c'est une aventure, une expérience. Et on est ravis d'avoir pu la partager avec vous. Merci encore à tous les deux. Merci à vous. Et on reste encore avec un aventurier. Parce que vous avez parlé à l'instant de cette déprime peut-être, le moment où vous voyez, ça y est, c'est fait, il faut s'y habituer. Rappelez-vous ce moment où les JO ont été terminés, où la France était en pleine déprime, la nostalgie, comme on disait, une véritable petite vague de fraîcheur est venue nous raconter et nous prouver aussi que le sport n'éclate pas qu'aux Jeux et aux yeux du monde tous les 4 ans, mais tous les jours et partout, même là où on ne l'attend pas, sur l'Isère et en plein centre de Grenoble. D'ailleurs, on y va tout de suite. Regardez, Mathias Gérard, c'est votre terrain de jeu celui-ci. Et il s'est offert aux yeux du public. Pour vous, ça c'est habituel pourtant. Ça c'est tout à fait normal. Ouais, on pratique sur l'Isère, on pratique... au centre-ville, plutôt sur le plan d'eau, avec l'aviron au niveau d'Oxford. Et puis après, surtout, on va faire de la rivière aux alentours de Grenoble. C'est ça qui nous anime. On s'entraîne beaucoup sur le plat pour après aller faire de la rivière. Et puis après, on prend le terrain de jeu qu'on a, on s'adapte. Et c'est tellement beau. Alors, vous êtes le président du Grenoble Alpes Canoë Kayak, le GAC. Et vous portez d'ailleurs, on parle des JO, vous portez la chemise de Paris 2024. Mais comment se fait-ce? Alors, j'étais aux Jeux Olympiques, j'étais dans les officiels des juges de course en ligne en kayak à Vers-sur-Marne. Alors, les officiels des juges, c'est-à-dire vous étiez juge? J'étais dans les aides des juges, j'étais dans les National Technical Officials, donc c'était les juges internationaux, puis il y a des juges nationaux qui accompagnent les juges internationaux. Bon, il y a beaucoup de monde en fait aux Jeux Olympiques. Oui, un peu trop de bénévoles, un peu trop d'officiels. Mais voilà, moi j'étais dans la tour d'arrivée du chronométrage, où je faisais les temps intermédiaires. Voilà. D'accord, des compétitions de canoë? C'est ça, sur le plat, ce qu'on appelle le sprint, la course en ligne. Waouh, voilà. C'est une aventure magnifique ça. C'est une belle aventure, effectivement. J'avais jamais été aux Jeux Olympiques avant et j'avais envie de prendre un peu part à cette fête nationale. J'étais un peu comme spectateur au début, puis après comme de l'autre côté, comme dans les officiels. Donc c'est un peu quelque chose à part, effectivement. Et pas seulement en tant que président de club, mais vous êtes un pratiquant et aussi vous avez bien pratiqué au niveau national et un petit peu au-delà. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé le kayak quand j'avais peut-être 10 ans, 8-10 ans, je pense. Et depuis, j'ai jamais arrêté. En fait, j'ai démarré et j'ai jamais pu m'arrêter. D'accord. Voilà, donc tout de suite, j'ai été pris... J'ai tout de suite adoré le côté rivière. Mon premier stage de kayak, c'était en Ardèche, à Pâques, avec mon club d'origine, c'est le club des Gérardmer, dans les Vosges. Et puis après, je suis arrivé à Grenoble en 2007 pour mes études, finir mes études de thèse. Et après, je suis Vous n'êtes jamais parti. Non. Et puis voilà, Grenoble, c'est un terrain de jeu idéal qu'on aime le kayak. Il y a la montagne, c'est l'aventure. Et la rivière, c'est le côté, comme tout à l'heure, c'est le côté aventure qui anime. C'est d'abord un sport d'exploration, le kayak, puis après on le décline en compétition, en slalom, en descente, sur le plat, en mer. En kayak pro, c'est aussi un sport d'équipe qu'on pratique à Grenoble, mais voilà, avant tout, c'est un sport d'exploration. Kayak, vous avez fait du kayak? Ça vient de... C'est inuit, c'est ça? Oui. Moi, je ne sais pas nager, donc... C'est vrai? Ouais. En plus, vous oui. traversez l'Atlantique et vous ne savez pas... Quand vous dites que la prise de risque, elle a été un petit peu plus élevée que... On avait une combinaison de survie. D'accord, oui, c'est sûr. Bon, prochaine étape, on la connaît, apprendre à nager. Certains l'ont fait bien au-delà bien plus âgés, bien sûr. Alors, on va être encore didactique, parce que même si j'ai regardé les jeux, il faut encore que je m'y habitue. Ça, c'est du kayak, puisqu'il y a une rame. Enfin, on dit une pagaie, je sais pas ce que... On dit une pagaie double, voilà, et donc il y a un pagaie des deux côtés, c'est une pagaie double, et ça, c'est des kayaks de descente. Alors, c'est pas une discipline olympique, en kayak, on a beaucoup de disciplines, ça, c'est des bateaux qui vont très vite, qui vont quand même vite sur le plat, et on peut faire des grosses rivières, des rivières assez grosses quand même, on peut voir
des beaux parcours à côté de chez nous, c'est à Bourg-Saint-Maurice par exemple, sur l'Isère, la Haute-Isère on dit. Donc Oui. là, c'est des beaux parcours de descente et c'est une discipline historique. Il faut aller vite, là. Il faut aller le plus Il faut le vite. plus vite possible sur les trajectoires libres. Donc là, le parcours est assez facile. Hein, Et là, c'est j'ai une course compris. régionale, ouais. C'est que ça, c'est du canoë, c'est ça Ça, c'est du canoë. Voilà. Ça y est. Et j'ai là, on est à compris. genoux. Alors, on est à genoux, Oui. on a une rame, une pagaie. Pagaie. Une pagaie. Et là, il y a des parcours. Eh ben, ça dépend. Là, en descente, à ce qu'on voit, c'est 100 parcours, donc c'est trajectoire libre. Non, donc ça, c'est un départ en Mastard, donc là, c'est tout le monde départ En kayak. en kayak. Voilà. Et après, il y Vous allez faire un a quiz. ce qu'on voit aux Jeux Olympiques, et on voit le slalom. Là, on passe entre des parcours imposés, entre des portes qu'il ne faut pas toucher, etc. Ça, c'est une discipline olympique. C'est hyper technique, ça. Hein. C'est très technique et très physique aussi. Les deux, oui, c'est ça. Oui, il faut les deux, c'est technique et physique. Oui. D'accord. Et vous, votre club, il permet toutes les glisses, donc découvertes pour les petits, de la compétition, du loisir, des eaux un peu plus vives, j'ai cru C'est comprendre. ça, à peu près, à Grenoble, on pratique bien 4 disciplines. Bah, déjà, on accueille les petits à partir de 7 ans environ, 7 ans, ouais. Après, les adultes, beaucoup d'adultes qui démarrent le kayak, qui veulent progresser vers la rivière. On classe ces rivières par ordre de difficulté entre 1 et 6, donc 6, c'est vraiment le top extrême, on va dire. Et les gens, ils vont vers classe 3-4, donc des parcours qu'on trouve bien autour de Grenoble, hein, en Chartreuse, dans les Alpes, dans les Écrins et tout. Donc ça, il y a pas mal un beau terrain de jeu pour ces gens-là. Et puis après, on pratique la compétition aussi en slalom, en descente qu'on vient de voir. Et puis aussi le club, on pratique en kayak polo. Donc le kayak polo, c'est un sport d'équipe. C'est un peu comme le water polo, mais en kayak, avec des buts, etc. C'est encore plus dur. Et pas de kayak cross, parce qu'avec les JO, on a découvert Angèle Hugues, médaillée ça. d'argent, belle médaillée d'argent. Tout à fait. Donc, où là, c'est carrément. Pas trop kayak cross. On fait du slalom en compétition. Et C'est le de kayak l'acrobatie, cross, mais ouais. vous, non, alors. Pas beaucoup. On n'a pas le terrain d'entraînement idéal, mais si les jeunes veulent s'y mettre, on va les accompagner. De toute façon, nos jeunes font à peu près toutes les disciplines que propose la fédération. Et oui, et vous êtes combien de licenciés? On est entre 110 et 120 licenciés. D'accord. Alors, 110 et 120. Je ne sais pas si ça a augmenté, mais est-ce que les licences ont explosé, notamment chez les hommes qui veulent attirer les femmes en faisant comme celui qui a réinventé l'image de l'homme parfait? Tony Estanguet, on le rappelle, triple champion olympique à Sydney, à Athènes, à Londres, qui a été encore plus sous les feux des médias avec cette intelligence incarnée. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça vous a amené des licenciés? Alors, c'est dur à dire. En tout cas, au Forum des sports qu'on a fait début septembre, là, le 7 ou 8, là, il y a eu beaucoup de monde qui est passé au stand. Et il y a quand même depuis pas mal de nouveaux licenciés adultes qui sont au club. Là, depuis le mois de septembre, on a beaucoup de nouveaux venus, effectivement. Est-ce qu'il y a un effet jeu? Je ne sais pas, mais en tout cas... Je ne sais pas si c'est l'effet JO ou l'effet Tony. Hein. Ouais. Ça, je ne saurais pas dire. Et vous le connaissez? Un petit peu, oui. Un petit peu. D'accord. Allez, on retourne quand même aussi sur votre club et sur cette discipline, encore une fois, qui nous permet, même, on se croit à la cérémonie d'ouverture, hein, d'ailleurs, des JO de Paris, on se marre sous la pluie aussi. Mais vous pratiquez sur quel site à Grenoble? L'Isère, parce que c'est peu habituel, même moi qui passe assez souvent à côté, je vois rarement ou je m'y arrête rarement. Le regard s'arrête rarement sur un canoë ou un kayak sur l'Isère. On s'entraîne sur l'Isère, alors on s'entraîne soit sur ce rapide-là ou plus au niveau aussi de la base nautique d'Oxford, on pratique là aussi avec l'aviron pour s'entraîner sur le plat. Et après, on pratique aussi soit sur bois français, voilà, donc là pour faire le kayak polo, l'initiation, et également l'étang de Pic-Pierre à Saint-Martin-Vinou, de l'autre côté du point d'Oxford, on a accès à l'étang de Pic-Pierre aussi pour l'initiation pour les petits et le kayak polo. Donc on a un peu multi-site. Et après, on prend le camion, la remorque, et c'est parti pour faire des rivières, la Romanche, le Drac, les rivières un peu partout autour de Grenoble et au-delà. D'accord, on n'est pas obligé d'aller très loin, on peut peut aussi rester à Grenoble-Centre. Elle est baignable, l'Isère, comme la Seine? Alors, on ne se baigne pas, c'est ce que je dis aux enfants quand on prend la séance plutôt sur les étangs, la baignade interdite, mais s'ils font exprès de tomber avec leur bateau, ils ont le droit là. Ouais. Non, mais c'est qu'on peut boire la tasse aussi, parce que je crois que... Alors, rappelez-moi ce que ça veut dire, esquimoter. Esquimoter, c'est quand le geste technique, on se retourne, quand on dessale, on se remet à l'endroit en appuyant avec sa pagaie sur l'eau. On dessale? Dessaler, ouais, donc on se retourne. On se retourne. Avec le kayak, et on arrive à se remettre à l'endroit avec un geste technique en appuyant avec la pagaie sur la surface de l'eau et synchronisé avec le bassin. Donc c'est habituel, on chavire? Ouais, on chavire. C'est le jeu de chavirer. Quand on fait de la rivière, il faut savoir bien esquimoter parce que le but, c'est de descendre, mais aussi de jouer avec l'eau, jouer avec les courants, les rapides, et puis on va essayer de surfer, on va aller dans les rouleaux, puis on va faire des choses techniques, et du coup,
Il y a toujours Ça gaine hein, quand même, faut être parce que ça fait un travaille peu de beaucoup au gainage. niveau des abdos. Oui, le gainage est important. Ça fait partie d'un sport très bien pour le gainage. Vous avez compris, Christophe, hein. Kayak, c'est ça. Je vais y réfléchir. Oui, c'est ça. Voilà. Au moins, il y a des gestes avant de savoir nager. Il faut aussi savoir pagayer. Et pagayer aussi comme Ève. Alors, Ève Vitali Gilbert, et qu'on voit ici, qui est originaire de l'Ardèche Oui, aussi. c'est ça. Et 18 ans, 5 fois médaillée aux mondiaux de descente et qui arrive chez les seniors. C'est ça. Et de très belle manière. C'est un bel espoir. Hein. Très bel espoir. Donc, elle arrive à Grenoble, elle fait ses études. Elle vient de démarrer en septembre ses études, là. Donc, très content qu'elle soit sur Grenoble. Ça va c'est toujours bien de voir des athlètes de ce niveau-là, en plus bien des jeunes, donc qui va être sur une forte pente de progression. Elle est licenciée au club Elle ou est reste- adhérente. Elle reste licenciée en 65e d'Ardèche, mais elle a pris son adhésion au club pour avoir accès au club, à ses infrastructures, pour stocker son bateau, s'entraîner, etc. C'est une super figure de proue aussi, Super, un ouais. porte-parole de la discipline, ça c'est top. Hein. Ça, c'est génial. Ouais. Et puis surtout, on redécouvre l'Isère, on redécouvre Grenoble, c'est tellement beau. C'est peut-être un des plus beaux points de vue de la ville aussi. On dit qu'elle est belle vue d'en haut, mais elle est tellement belle vue d'en bas aussi. C'est un stade magnifique que vous avez ici. En fait, ouais, c'est vrai, et on a souvent peu l'habitude de découvrir des paysages par la rivière, et la rivière, ça donne un autre point de vue en fait au paysage qu'on a moins l'habitude de voir par ce point de vue-là. Donc, j'encourage les gens qui n'ont jamais fait de kayak, quand ils vont sur n'importe quelle rivière, que ce soit là ou ailleurs, ils redécouvrent un peu effectivement un autre point de vue, et ça, c'est intéressant. Oui, et le public aussi peut découvrir ça. Moi, je rêve qu'on puisse découvrir et assister à des compétitions de kayak ou de canoë, tous ensemble, massés sur les quais. Ça serait merveilleux. Ça fait partie des projets. On essaie de se structurer un peu pour ça. Effectivement, on aimerait bien, dans notre petite compétition, la régionale, qu'on arrive à l'étendre avec un départ grand public. Donc peut-être l'année prochaine. Ça fait partie de nos projets, effectivement. Et oui, c'est tellement beau. Même du Nation, on peut organiser des choses ici. Bien sûr. Hein. Allez. On fait organiser, je pense qu'on arrive à organiser comme des choses quand même d'un peu d'envergure. Peut-être pas tout sur l'Isère à Grenoble, mais il y a d'autres rivières type la Romanche où j'aimerais bien qu'on puisse organiser des gros trucs au port de Grenoble. Ouais. Bah déjà sur la passerelle Saint-Laurent, ça serait vraiment magnifique parce que c'est très beau et c'est une très belle image de Grenoble. Moi je trouve, je vais militer avec vous parce que c'est très très beau. On peut avoir aussi des initiations, par exemple moi vous pouvez m'amener sous la passerelle et je peux mais Grenoble comme ça Bien parce sûr, que ouais. il y a des petites choses, le tourisme aussi. On sait que Grenoble Tourisme organise des choses, même la région. Mais on peut aussi demander juste une initiation, faire un tour et puis si ça nous plaît on adhère et puis sinon on revient faire un tour. C'est exactement ça, ouais. Quand on fait des découvertes, et avant de prendre sa licence au club, on fait une lettre découverte, voilà, voir si ça plaît, etc. L'ambiance du club, parce que c'est un club essentiellement de bénévoles. Et aujourd'hui, on a un alternant permanent, enfin un permanent qui alterne en alternance, et du coup, on essaie de se professionnaliser un peu justement pour accueillir tout ce public-là un peu plus touristique ou commercial, pour ouvrir un peu plus. Mais sinon, pour tous les Grenoblois, Grenobloises, vous venez, vous avez fait pour 10 €, vous avez une séance d'essai, et puis après, si l'adhésion est pas chère au club. Bon, vous nous donnez envie avec le sourire en plus, en toute saison. Hein. Toute saison, Surtout. tant que c'est jamais gelé l'Isère, donc on pratique toute l'année, il n'y a pas de souci. Même quand l'eau est très froide. Voilà. Merci beaucoup, Mathias, et à très vite, on l'espère, hein, pour des beaux événements avec le GAC, le Grenoble Alpes Canoë Kayak. Eh bien, merci à vous. On enchaîne. Kylian, vous m'avez confié un léger stress avant l'émission car vous n'êtes pas un habitué des caméras. Et ben moi pareil, c'est moi qui suis stressée, on est quitte. Je ne suis pas du tout une habituée des jeux vidéo. Donc on va mettre nos énergies en commun pour s'en sortir. Vous êtes un geek ? C'est ça qu'on dit ? Durant ma jeunesse, quand j'étais plus jeune plutôt, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo et oui, j'étais un geek, on peut le dire. Il fait pas que jouer le geek hein, aussi. Il essaye de savoir comment on fait, il fabrique, c'est son univers. Un geek est forcément intelligent. Intelligent, je sais pas, parce que c'est vrai que jouer trop aux jeux vidéo, je suis pas sûr que ça rende intelligent. Mais ça peut ? Ça dépend lesquels. Il y a vraiment des jeux vidéo qui sont critiqués pour leur aspect un peu... basique. Pas basique, mais qui ont tendance à désinhiber certains comportements par rapport à la violence et tout ça. Donc, des fois, c'est pas... Mais après, c'est vrai qu'il y a plein de jeux vidéo qui peuvent être ludiques. Vous, c'était pas votre but, justement, de faire quelque chose dont on allait beaucoup parler. Quel jeu vidéo est-ce que vous avez créé ? Déjà, alors attendez, on remonte un petit peu.
Comment est-ce que vous en êtes venu à créer des jeux vidéo? C'est pas tout de les aimer, d'aimer jouer. Eh ben, c'était une période de ma vie où j'avais beaucoup de temps pour moi, parce que j'étais en situation d'handicap. Et du coup, ben, j'avais le temps et le revenu nécessaire pour essayer de me recentrer un peu sur ce que je voulais faire. Et finalement, j'avais envie d'essayer de partager une histoire et je l'ai fait à travers le jeu vidéo. Mais comment est-ce qu'on s'y met? Il faut programmer. Vous aviez envie de les créer de A à Z? De l'imaginer et de le développer? Exactement. Alors, en fait, n'importe qui peut se lancer là-dedans, même sans passer par une école. Et même sans budget, on peut faire un jeu vidéo, en fait. Donc, pour ceux qui veulent se lancer, il ne faut pas qu'ils hésitent. Il faut juste savoir que ça peut prendre des années. Oui, tout le monde peut piloter un ULM ou un avion, tout le monde peut développer. Il y a des aptitudes quand même. ULM, mais je pense que c'est moins... Enfin, il y a moins de pression quand même à faire un jeu vidéo que piloter un ULM. Mais après, pour se lancer, moi, je suis par exemple, pour mon cas, je suis allé sur le site Open Classroom qui donne des cours de programmation gratuitement. C'est un site très connu des développeurs, des programmateurs. Open Classroom. Open Classroom. Et j'ai fait 1 mois de cours dessus. J'ai appris les bases et la logique du code. Et après, je me suis mis à chercher un moteur de jeu qui permettait de justement faire des jeux vidéo. Et j'en ai trouvé quelques-uns. Et j'ai choisi au hasard. Et je suis bien tombé parce que en fait, c'est basé sur l'entraide entre la communauté de développeurs et la documentation. Voilà, donc si on est motivé et qu'on a quelques notions d'anglais, on peut s'y retrouver et faire même un jeu en 6 mois pour ceux qui débutent. Et vous en avez fait combien des jeux? Vous en avez créé combien? Moi, j'ai fait un jeu. Un seul? Oui. Mais que vous avez Concrètement, poussé... ça m'a pris presque 2 ans, en étant tous les jours dessus, bien 8 heures par jour. Mais j'ai même fait une année à vide où je me suis loupé, je suis reparti de zéro, mais j'ai appris des choses. Donc ça peut prendre pas mal de temps. Donc là, vous êtes content alors, parce qu'il est créé ce jeu et il marche bien. Combien de téléchargements là déjà de Frankushimama? Là, il y en a à peu près 400, mais je fais des pauses dans mes périodes de promo parce que je prends aussi en compte les retours des joueurs. Donc, des fois, je mets en pause la promo pour bosser sur des mises à jour. Il faut retaper un peu. Alors d'abord, expliquez-moi. Là, on y va. Donc, alors ça, c'est un village qui se trouve dans la nature. Enfin, il y a plusieurs styles de villes. Qu'est-ce que c'est le but? Alors le but... Le principe et le but. Donc, on démarre le jeu dans un contexte... donc il faut préciser qu'il y a un côté fantastique avec des monstres et tout ça. Mais principalement, en gros, l'histoire débute dans un univers médiéval. Et il y a de la répression, de la propagande qui est faite à l'encontre des citoyens. Et il y a des révoltes qui se mettent en place et qui commencent à gagner du terrain dans le pays. Mais coïncidence, à ce moment-là, il y a des créatures qui vont commencer à apparaître et s'en prendre aux habitants. Donc, nous, on suit un peu cette histoire à travers le personnage principal qui, lui, au début, est un peu déconnecté de tout ça parce qu'il est concentré sur son objectif d'être numéro 1 au lancer de fléchettes. Parce que le lancer de fléchettes, c'est un peu comme aujourd'hui être footballeur pro, ça apporte plein de richesses. Et puis petit à petit, il va être dévié de sa trajectoire, de son parcours. Et puis pour être amené à se défendre contre ces monstres, il va rejoindre un groupe de personnes qui cherchent justement à protéger le royaume et qui aussi convoitent, qui a l'idée de reprendre le pouvoir et de dégager le roi qui est voilà. Ok, donc il y a une vraie histoire, on est dans la banquise, voilà, Christophe et Lucien ont les yeux rivés sur votre jeu tout d'un coup, mais on peut jouer seul, hein? Est-ce qu'on peut jouer à plusieurs à ce jeu? Alors non, on ne peut pas jouer à plusieurs, on peut jouer hors ligne, on ne peut que jouer hors ligne. D'accord. Et ce personnage, alors c'est quand même un... Est-ce que c'est un jeu de rôle?
Un jeu de rôle C'est un jeu de marrant. rôle, puisqu'on rit. Oui. Est-ce que c'est un jeu de rôle? C'est un jeu de rôle, c'est un jeu d'aventure, exactement. Et d'ailleurs, là, le personnage est féminin, mais au début, on peut choisir si on incarne un homme ou une femme. Et puis, voilà. Et donc, il y a plein de scénarios possibles, alors? Non, on est Ou est-ce que c'est un jeu qu'on commence et qu'on doit finir? Disons qu'il y a la trame principale et il y a des quêtes annexes qu'on n'est pas obligé de faire. Mais la trame principale, on ne peut pas vraiment influencer. D'accord. Alors, si ça vous intéresse, on peut le télécharger. Hein, là, je suis allée sur Google. Il est gratuit. Il est gratuit. Donc, ça veut dire que vous n'en vivez pas de ce jeu? Non. J'ai vraiment tenu à le mettre gratuit et même sans pub pour pas justement parasiter l'expérience de jeu. Est-ce que ça sera un objectif peut-être un petit peu après? Ça marche bien déjà, la 400 téléchargements? Oui, il y a peut-être 400 téléchargements parce qu'il est gratuit aussi, mais je pense qu'il y en aura beaucoup plus après parce que là, la traduction anglaise est arrivée, j'ai fait la mise à jour il y a seulement quelques jours. Donc, ça peut vraiment augmenter le nombre de téléchargements. Les retours sont bons parce que vous dites vous devez vous adapter, corriger certaines choses. Oui. L'écoute aussi, quand on a autant bossé pendant 2 ans dessus, il faut aussi savoir prendre un peu sur soi, corriger les choses. Il n'y a pas tellement le choix. De toute façon, moi, j'ai fait ça pour les gens. Donc, après, il y a tout le temps les mêmes choses qui reviennent, c'est à prendre en compte, évidemment. Alors, juste, qu'est-ce que ça veut dire, Fukushima? Frankushimama, pas Fukushima. Alors, non, heureusement. Ça sera peut-être le numéro 2, mais pas... Non, Frankushimama. Frankushimama, ça fait un peu penser aux villes japonaises. Oui, voilà, d'où ma confusion, oui. D'ailleurs. Alors, en fait, le titre a plusieurs raisons d'être là. C'est que, déjà, c'est un Grenoblois. Je me suis inspiré d'un livre d'un Grenoblois qui a écrit le livre Frankushima. C'est un livre sur la catastrophe, le tsunami qui a provoqué la catastrophe à Fukushima. Ce Grenoblois qui s'appelle? D'accord, et on lui rend hommage et on ira chercher, d'accord. Parce que je me suis beaucoup inspiré des jeux japonais, en fait. Et j'ai rajouté Ma pour faire Mama aussi, pour rendre un peu un hommage aux mamans. Voilà. C'est génial. Et voilà, après, à travers ce jeu, j'ai vraiment souhaité partager des choses. Et par rapport à la présentation du jeu, on peut penser que c'est très basé sur la notion de lutte des classes. Mais il y a aussi des thèmes sur l'écologie, un peu philosophiques, etc. Donc, il faut nécessairement ouvrir les esprits et les ouvrir vers vos engagements. Oui, j'ai essayé de mettre... de transmettre un peu des choses dedans, en tout cas. Et curieusement aussi, par rapport à la présentation du jeu, quand je suis allé distribuer des flyers dans la rue, j'étais persuadé que les gens allaient réagir dessus en pensant que c'était lié à la Révolution française et tout ça. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si c'était par rapport à ce qui se passait ces dernières années, par rapport aux Gilets jaunes, un peu la période Covid aussi. Donc, période très tourmentée. Et donc, finalement, ça fait écho à beaucoup de personnes, les thèmes du jeu. Bon, on vous incite évidemment à aller juste télécharger, c'est gratuit et c'est une super démarche. On espère que ça fera encore des petits, bien sûr, pour vous. Merci d'être venu présenter votre jeu. Je vous garde quand même, on a encore 2 petites minutes. Allez. On va chez Vertigo. Qu'est-ce que c'est Vertigo? Les cycles Vertigo? Cycle Vertigo, en fait, c'est mon petit coup de cœur en fait, d'un ami qui s'est mis à son compte pour fabriquer des vélos 100% Grenoble. Donc, il fabrique tout. Il fabrique les cadres sur mesure, il les soude, il soude donc le titane ou en acier. Roues artisanales. Les roues artisanales. Et puis après, on va faire... après, il va monter des vélos sur mesure. Donc voilà, donc coup de cœur un peu sur ces artisans qui se lancent dans leur aventure pour faire des vélos 100% grenoblois, enfin 100% sur les pièces, sur le cadre. On va s'y intéresser. C'est avenue Anatole France, je crois. C'est ça, voilà. Super. Comment il s'appelle, votre ami?
C'est Clément Robet voilà, qui vient de D'accord. démarrer son activité. Ok, eh ben super, merci, c'est très 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 intéressant. Vous, on va manger un peu. On aime bien manger. Ouais, chez Gustavo, c'est grenoblois. Certains pensent même que c'est une chaîne, mais non, c'est des kebabs. Ah non. Ah ouais, kebab vegan. Ouais. À chaque fois que j'y vais, je me régale et je me suis dit que des fois on entend un peu des inepties sur les bouffes véganes et tout ça à la télé, donc je me suis dit que c'était vraiment peut-être l'occasion de faire découvrir aux gens qu'il y a vraiment aussi de très bonnes choses et c'est sur Grenoble. Rutière. Exactement, merci. Et vous, c'est lequel des deux votre coup de cœur alors? C'est plutôt, plutôt kayak, plutôt jeux vidéo? Si on n'est pas obligé de choisir, on va prendre les deux, c'est très super, bien. tout le monde a gagné. C'est ça. C'est le sens même de la solidarité, exactement. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous encore de votre visite. J'espère que ce plateau de Télé Grenoble a été une aventure encore plus exceptionnelle que votre périple. Et pour nous, en tout cas, ça a été le cas. Un grand merci à vous et merci à vous tous pour votre fidélité. Merci. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.